Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est le 25 mai 2022, c'est l'épisode 55 que j'ai intitulé Vivre une relation ouverte ou le polyamour. Est-ce une solution pour les problèmes de couple? Donc on va traiter un peu de ces relations qui sont libres, de ces relations qui sont ouvertes, polyamoureuses. Il y a différentes manières de vivre ces relations-là. On va essayer pas nécessairement de les faire rentrer trop dans des cases, on va aussi explorer les avantages ou les risques ou les opportunités de ces relations, à qui, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'aller, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aller à ton couple, est-ce que c'est quelque chose que tu vis déjà, et on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. La semaine passée, en fait, on était parti d'un autre postulat, on va dire, du postulat de l'amour pour toujours, donc de garder quelqu'un jusqu'à ce que la mort nous sépare, et de voir si c'était une solution pour nos problèmes de couple, si c'était une solution pour vivre sa relation de couple. Donc là, on part presque à l'opposé, on va dire. On part dans une autre manière de voir les relations de couple, et on va voir aussi, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qui peut être bien pour toi. Et là, comme toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse, il n'y a pas une solution unique à tous les problèmes de couple. Il y a des outils, il y a des manières de voir les choses, il y a des manières de faire qui sont adaptées ou non à qui tu es, à qui est ta partenaire ou ton partenaire et à ce que tu vis. Et être ensemble toute la vie, ça peut être parfait pour certains couples. Être en polyamour, ça peut être parfait pour d'autres. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont tout à fait ok. Et c'est une expérience différente de vie et ça ne correspond pas à tout le monde. Et c'est vraiment ce qui est important pour moi sur ce podcast, sur le blog, c'est d'amener en fait différents outils, différentes manières de penser au couple qui n'est pas nécessairement le schéma dans lequel la société veut qu'on rentre, sans pour autant te pousser à aller à un endroit ou à un autre. Je ne pousse pas à l'ouverture de la relation, c'est là, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est peut-être envisageable pour certains couples, et c'est pas une voie sans marche arrière non plus, c'est quelque chose qu'on peut essayer, qu'on peut refermer, c'est une porte qu'on peut refermer plus tard, etc. C'est une porte qui est risquée d'ouvrir. Donc on va explorer un peu tout ça ensemble pour un peu parler peut-être de choses un peu taboues aussi. Je trouve que c'est important de parler des choses un peu taboues autour du couple et pour aider, pour donner des clés ou des pistes de lecture qui vont t'aider à faire des choix, à avoir des conversations dans ta relation et à prendre des décisions, que ce soit ne jamais aller là ou que ce soit essayer, peu importe, au final tout est juste. En toute transparence, j'ai pas d'expérience personnelle dans ces relations-là. Donc j'ai toujours été dans des relations exclusives. J'ai jamais été dans une relation non exclusive ou dans une relation polyamoureuse ou dans une relation ouverte. Par contre, c'est tout ce qui touche au couple, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose, j'ai suivi pendant des années des blogs de personnes qui vivaient ce genre de relations pour comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se passe, comment ils vivent ça, pourquoi ils le font, etc. J'ai aussi donc lu beaucoup et écouté des gens qui parlent de ces relations-là, et en même temps j'ai aussi des échanges avec des personnes dans ces communautés-là, et certaines périodes de ma vie où j'avais de la curiosité pour est-ce que c'est pour moi, en fait. C'est aussi pour ça que je te fais ce podcast-là, hein. C'est parce qu'à un moment je me suis posé la question, et j'ai décidé de ne pas aller là, mais ça ne veut pas dire encore une fois que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est chacun est libre de son choix, et c'est intéressant de comprendre, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe, ce qui est peut-être mieux, ce qui est peut-être moins bien, si c'est une manière de voir les choses, ce qui est une opportunité, ce qui est un risque ou une limite de ce type de relation, pour voir si c'est fait pour toi. Donc je ne me considère pas du tout un expert, mais plutôt quelqu'un de curieux, et je souhaite simplement de partager mes réflexions et mes apprentissages au fil des années quand j'ai appris sur ces sujets-là, comment je vois ça aujourd'hui, on va dire, avec ma maturité et mon recul que j'ai aujourd'hui. Donc tu auras mon avis ou ma vision des choses, on va dire, d'ici la fin de l'épisode. Je relis juste un peu mes notes pour l'intro. Ouais, j'ai un peu mis ça au début, mais je vais le rappeler, hein. Vraiment, pour moi, ce qui était important quand j'ai créé Graines de Cœur, donc c'est le blog, graindecoeur.fr, et le podcast, donc l'émission En Amour que tu es en train d'écouter, c'était pour aider les couples à co-créer des relations que j'ai appelées à l'époque sur mesure. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas rentrer dans une case du marié, 2 enfants, 2 boulots classique, et puis on achète une maison, et puis on vit comme ça jusqu'à la nuit des temps. Il y a des gens à qui ça va, et c'est très bien si ça te va. Il y a plein de gens à qui ça va pas, et qui c'est une pression folle de rentrer dans cette case-là, et qui sont pas heureux dans cette case-là, et qui ont besoin de vivre leur relation autrement. Et notamment, c'est pas juste la forme de la relation, c'est comment on est au sein de la relation. Alors là, aujourd'hui, on va plus s'attaquer au type de relation, on va dire, sans regarder la communication, la spiritualité, mais c'est comment on vit la relation à l'intérieur. Donc déjà, la forme de notre relation, est-ce qu'on va dans quelque chose d'exclusif, de non exclusif, de plus flirt, on va dire, de moins engageant,
C'est déjà un premier choix à faire. Et après, il y a comment on vit la communication, la sexualité, la vie au quotidien, les finances, etc. Donc le blog, il est pour t'aider à tous ces niveaux-là, et le podcast pour te donner des clés à tous ces niveaux-là, et puis surtout pour se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans des cases ou dans les stéréotypes si ça ne te va pas, quoi. Et c'est OK. Et je vais essayer de prendre à plusieurs moments, je vais donner un peu des pistes de lecture, des pistes pour voir les relations de couple, et je vais donner des exemples qui vont te montrer qu'il y a entre les deux, il y a des relations très atypiques, il y a des gens qui vivent leur couple de manière très différente que ce que toi tu vis ou ce que moi je vis peut-être, et c'est aussi OK si ça marche pour eux, si ça marche pour toi, c'est OK d'avoir une relation différente et qui n'est pas classique, on va dire. Donc voilà, donc l'idée c'est de t'inviter à aller vers des relations plus vraies, plus authentiques, qui te correspondent mieux, qui nous correspondent mieux, donc pour certains couples, aller vers du polyamour, vers du libertinage, vers de la relation ouverte, vers de la non-exclusivité, c'est un des champs des possibilités. Donc je me dois aussi d'en parler pour casser un peu ce mythe, casser un peu ce tabou-là, et pour vous aider, pour t'aider à voir si c'est pour toi ou pas, ou si c'est quelque chose que tu veux expérimenter. Quand j'ai écrit un article sur ce sujet il y a un an et demi à peu près, que je reprends et que j'ai pas repris l'article exactement, j'ai changé pas mal de choses en le relisant. Il y a des choses qui ont changé dans les outils que j'ai, les connaissances que j'ai. Du coup, je vais utiliser des référentiels qui sont un peu différents. Ce qui peut être intéressant du coup pour toi, c'est aussi d'aller lire l'article qui parle de ce sujet-là et de voir la différence avec le podcast. Ça peut être aussi intéressant. C'est pas qu'ils sont pas bons les autres, c'est qu'ils étaient peut-être plus compliqués ou moins clairs. Mais du coup, ça permettait aussi d'apporter certaines nuances quand j'ai écrit l'article qui seront peut-être un peu balayées, dans le sens où aujourd'hui c'est un peu plus clair pour moi. J'ai on va dire des outils qui sont un peu plus clairs. Et je vais quand même essayer de t'amener les nuances aussi aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour avoir toute la clarté et la nuance. Parce que c'est là que c'est intéressant. Hein. Si on fait du noir et blanc, c'est facile le noir et blanc, mais les relations de couple, c'est rarement du noir et blanc. C'est souvent dans la nuance, donc je vais essayer de t'amener ça aussi. Donc je vais reprendre un concept que j'ai appris d'un monsieur qui s'appelle Laurent Martinez, j'en parle parfois. Donc il considère qu'il y a 3 types de relations. Donc lui, ce qu'il appelle le libertinage, donc c'est des relations libres, c'est pas le libertinage comme les libertins et cette manière-là, c'est juste des relations avec très peu ou sans engagement. Donc c'est les flirts, c'est les coups d'un soir, c'est vraiment lui il appelle ça libertinage, mais c'est une manière de voir les relations légères et sans lendemain ou avec peu de lendemain. Voilà, peut-être qu'on est un peu ensemble, mais vraiment on cherche pas à s'engager. Donc ça c'est le premier type de relation. Donc avec peu d'engagement, libertinage, mais à différencier d'être libertin. C'est pas la même définition du mot. Ensuite, la deuxième catégorie, on va dire, c'est le couple. Donc c'est les gens qui veulent vraiment construire à deux, qui vont vraiment s'engager dans la relation avec un engagement très fort. Et d'ailleurs dans la première catégorie, le polyamour j'ai 5 partenaires sexuels, mais j'ai aucune relation sérieuse. On met le polyamour dans cette première catégorie des relations avec peu d'engagement et libertine, ou dans le libertinage du moins. Donc deuxième catégorie, le couple, donc je viens d'en parler. Et la troisième catégorie, je venais de clarifier le polyamour, parce que c'est comme Laurent l'appelle ça le polyamour, donc c'est le couple version 2, 3, 4. Donc c'est des relations engagées et conscientes. C'est pas juste pour le sexe, c'est pas juste pour le plaisir, c'est vraiment des relations où on cherche à construire, où on cherche à s'engager. Alors, avoir une relation sexuelle, ça veut pas dire qu'on cherche à construire, à s'engager non plus. Hein. C'est pas encore une fois, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour donner un peu des nuances. La première catégorie, c'est peu d'engagement, pas d'engagement. Deuxième catégorie, c'est fort engagement, une relation. Troisième catégorie, c'est plusieurs relations, fort engagement dans toutes les relations, et bien sûr transparence, honnêteté. En fait, ces 3 types de relations, ils sont utiles déjà pour toi, savoir où tu veux, qu'est-ce que tu veux expérimenter à cette étape-là de ta vie. Peut-être que tu as été en couple et tu te dis, des relations plus légères, ça me ferait du bien pendant un peu de temps, j'ai un peu du mal à me remettre, ou l'inverse, où j'étais en couple, mais le polyamoureux, avoir 2-3 projets sérieux en même temps de couple avec plusieurs personnes, ça m'intéresse. Ou vivre en coloc à plusieurs couples, en mode polyamour, etc. Peu importe ce qui t'intéresse, ça peut être intéressant de te dire, d'aller dans une de ces directions-là, éventuellement de rajouter des nuances comme on va voir ensemble ensuite, mais déjà savoir que tu as 3 directions à prendre, en prendre une et l'essayer, et trouver des gens qui sont prêts à aller dans cette direction-là avec toi. C'est-à-dire que si toi tu cherches des relations sans engagement, et que tu es avec quelqu'un qui cherche un couple avec beaucoup d'engagement, vous allez vous faire mal sur le long terme, ou il va falloir qu'il y en ait un qui change d'avis sur ce qu'il veut. Mais si tu veux construire quelque chose et que tu es avec quelqu'un qui veut pas d'engagement, en général, il y en a un qui abuse de l'autre, entre guillemets, pas méchamment, mais qui profite alors que l'autre cherche à construire, et ça marche pas. Donc l'idée, c'est de clarifier ça rapidement en début de relation avec quelqu'un. Et une nuance,
C'est-à-dire qu'il va y avoir des entre les deux, il va y avoir des choses un peu, il va y avoir des couples qui vont être parfois polyamoureux dans certaines conditions, parfois libertins dans certaines conditions, etc. Ou du polyamour avec 3 relations, etc. 3 relations principales qui peuvent être considérées comme du polyamour d'après la définition de Laurent Martinez, mais qui vont être aussi, qui vont peut-être avoir 6 relations avec 3 qui sont plus libertines et qui sont plus moins engageantes, etc. Donc c'est là où le couple et n'est pas noir ou blanc, et il y a aussi parfois pour les gens qui ont plusieurs relations une notion de hiérarchie. Donc il y a ma relation numéro 1, mon mari, il y a ma relation numéro 2, ma deuxième chérie, etc. Et puis après il y a les relations sans engagement ou avec peu d'engagement, ou les coups d'un soir, etc. qui sont, voilà, donc il y a des gens avec hiérarchie et des gens sans hiérarchie qui vivent toutes leurs relations, elles sont aussi importantes les unes que les autres, il n'y a pas entre guillemets d'appartenance, et puis c'est au bon vouloir des personnes dans ce moment-là de passer du temps ensemble sans aucune relation principale ou socle, etc. Donc pour essayer de te montrer un peu la nuance, je vais te prendre un exemple concret. Donc c'est un exemple que j'ai pris d'un podcast que j'aime beaucoup, c'est Esther Perel. J'en parle parfois, elle fait des podcasts en anglais, Where Should We Begin, donc où est-ce qu'on commence, où c'est un résumé en 30 et 50 minutes d'une thérapie de 2 heures. Donc elle fait des sessions de 2 heures avec des couples, c'est des couples qu'elle voit qu'une fois juste pour le podcast. Donc elle a un petit entretien en préalable, elle choisit les couples, etc. Et puis après elle fait une séance de thérapie de 2 heures, et elle en fait des podcasts condensés en 30 à 50 minutes. Et donc c'est super parce que tu as que ce qui est intéressant de la thérapie, on va dire, le plus, et ce que je trouve génial, moi, c'est que chaque épisode, j'en ai écouté, 50 peut-être, ou 40, je sais plus combien il y a de saison, et dans chaque épisode, il y a un peu de mon couple, en fait, même si c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui ont des croyances différentes, qui sont dans différents pays, qui ont une culture différente, etc., etc. Il y a toujours un peu de mon couple dedans, donc j'apprends beaucoup, j'ai appris beaucoup grâce à ce podcast, en fait, donc Where Should We Begin d'Esther Perel. Si tu comprends l'anglais, c'est super. Elle a d'autres podcasts autour du couple, mais elle a beaucoup de livres aussi. Elle a 2-3 livres intéressants sur l'infidélité, l'érotisme, l'érotique dans le couple, comment maintenir la flamme autour de la sexualité, etc. etc. Vraiment une femme passionnante. Mais pour revenir à l'exemple, donc c'est un couple américain de mémoire, comme elle travaille aux États-Unis. Ça doit faire 20 ou 30 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils ont été exclusifs. Alors, j'ai plus tous les détails du couple, mais en gros, c'était ça, quoi. Il y a peut-être des petites nuances, ils ont peut-être essayé des trucs à droite, à gauche. Et en fait, ils ont bien sûr, comme tous les couples qui sont ensemble depuis un moment, il y a eu des moments de creux, des vagues, des périodes où la sexualité c'était compliqué. Et en fait, du coup, leur solution, c'est de faire de l'échangisme une fois par an. Ils vont à Vegas, ils prennent une semaine ou un week-end, je sais plus exactement. Et pendant ce week-end-là, ils sont libres d'expérimenter, d'échanger. Bon, c'est de l'échangisme qu'ils font, mais ça pourrait être du polyamour, enfin pas du polyamour, ça pourrait être des relations ouvertes, on va dire, ouvrir le couple pour un week-end, etc., pour une semaine. Et c'est comme ça qu'ils vivent leur couple. Et je sais plus ça fait combien de temps, 5 ou 10 ans, un truc. Enfin, c'est pas nouveau dans leur relation, c'était pas une solution récente et rapide, quoi. C'était quelque chose d'établi et qui leur faisait beaucoup de bien parce que du coup, ils avaient leur socle, ils avaient leur couple principal à la maison. Ils se choisissent, ils vivent ensemble, ils créent une vie ensemble. C'est important pour beaucoup de couples de créer cette vie avec quelqu'un. C'est pour ça que les couples anarchiques où il n'y a pas de priorité, etc., où peut-être on se projette moins, sont sûrement moins dominants, on va dire. Il y a cette envie de se projeter et de créer un projet à deux, un projet de vie, un projet de famille, etc. Mais c'était leur solution. Donc là aussi, tu vois, c'est une nuance qui est intéressante. C'est une fois par an, on est libertin, on est non exclusif, on est échangiste, etc., etc. Et eux, ça leur allait, ça leur permettait d'avoir ce petit piment autour de la sexualité, pas que de la sexualité, de l'émotionnel. Il y a bien plus que ça dans l'échangisme ou même dans les relations ouvertes où on peut penser que c'est que du sexe. Il y a beaucoup plus que ça qui se joue. Il y a l'émotionnel, il y a les 4 dimensions du couple, l'émotionnel, l'intellectuel, le spirituel et le sexuel qui sont là, et on cherche, à travers la sexualité, on cherche parfois une connexion différente. À l'un de ces niveaux-là. Donc voilà un exemple de nuance. Je ne sais pas si ça te parle, je te donnerai un autre plus loin. Mais avant qu'on continue, j'aimerais qu'on revoie ensemble les 3 plus grosses opportunités que je vois, moi, des relations non exclusives, pour les appeler comme ça, polyamour, libertine, etc., etc. Et j'ai pas dit avantage. Alors j'ai dit avantage dans la présentation, c'est une erreur. Je parle d'opportunités. Parce qu'il y a des couples qui vont vers là, dans cette direction-là. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils se disent, tiens, si on pimentait un peu notre vie sexuelle, après tout, pourquoi pas, allez, on tente, on ouvre le couple, on a un autre couple avec qui on fait des soirées, on est polyamoureux, on ouvre le couple vers le polyamour, peu importe la décision. Mais en fait, ils transforment pas ces opportunités en avantages. C'est vraiment pas si simple, et
l'idée peut être séduisante, et on parlera plus tard des risques, mais c'est un des risques. L'idée peut être séduisante, mais ça se concrétise pas toujours bien et ça détruit pas mal de couples aussi. Donc voilà, c'est ne pas se laisser juste séduire par l'excitation de faire l'amour avec quelqu'un d'autre ou de faire des nouvelles rencontres. C'est pas, voilà, ça peut faire envie sur le coup. Je mentirais si je disais que ça m'a jamais fait envie, et en même temps, c'est aussi quelque chose qu'il faut décider avec vraiment conscience. Et ça veut pas dire qu'on va pas faire d'erreurs, ça veut pas dire que ça va pas plaire, etc. On n'a pas à tomber juste, on peut faire l'expérience et revenir, on peut faire l'expérience et ne jamais revenir, peu importe le choix qui en suit. Donc les 3 opportunités. La première, celle qui m'est venue en discutant avec des gens qui vivaient le polyamour notamment, et j'imagine je peux l'étendre facilement aux gens qui ont des relations, on va dire sexuelles ouvertes. C'est la satisfaction des besoins. Donc là, bien au-delà des besoins sexuels, mais notamment, ça peut être une variété, ça peut amener une sorte de variété au niveau des corps, des énergies, des plaisirs, des langages érotiques des personnes avec qui on a ces rencontres. Et ça peut être aussi la dimension, comme je disais, c'est tout ce qui est le spirituel, l'émotionnel, l'intellectuel. Il y a des gens, il y avait un documentaire sur Netflix qui était très intéressant d'une call girl aux États-Unis qui disait qu'en fait, une bonne partie de son temps, il était passé à se cultiver, entre guillemets, à avoir une culture importante pour avoir des conversations avec des hommes d'affaires en repas, parce qu'elle faisait pas, c'était pas une prostituée, elle passait du temps avec eux au téléphone, à une soirée, au dîner, au restaurant, etc. Et il fallait il y avait la dimension intellectuelle qui était recherchée en fait pour une call girl de luxe. C'était intéressant de voir ce reportage et de voir un peu les nuances à ce niveau-là, quoi. Et de voir que c'est loin d'être ce qu'on pense, et c'est beaucoup plus que ça. Encore une fois, spirituel, émotionnel, intellectuel, au-delà de la sexualité. Donc ça, c'était l'une des premières opportunités. Moi, une des choses qui m'a fasciné quand je me suis intéressé à tout ce qui touche au polyamour ou aux relations ouvertes, même si j'ai pas décidé d'aller vers ça, c'était ce côté, quand j'ai discuté avec des gens qui étaient dans ces milieux-là, la sagesse qu'ils avaient appris, alors ceux qui sont, justement, je disais que c'était pas pour tout le monde, il y en a qui se traumatisent, qui se blessent avec ces relations-là, mais les gens qui avaient vraiment réussi, qui avaient travaillé sur eux, sur leur amour-propre, sur leur détachement à la jalousie, sur leur dépendance affective, sur un travail profond au niveau des croyances, sur ce qu'on veut dans le couple, de ce qu'on veut pas, briser les chaînes et les schémas classiques ou limitants qu'on a. Il y a vraiment un côté dev perso, et en fait c'est pour ça que je suis pas allé vers ces relations-là. Je me suis rendu compte qu'au début j'étais séduit par ces aspects-là en me disant ça va m'apporter tellement, et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de vivre ça pour travailler là-dessus à cette vitesse-là ou à cette hauteur-là en fait. Et il y a vraiment ce côté, je trouvais passionnant, et j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment avancé sur ce chemin-là, quoi, de dev perso, de spiritualité, de développement personnel. Pour ceux qui... Je sais que dev perso, ça parle pas toujours à tout le monde. Donc développement personnel, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant en fait, d'aller vers là, et ça fait vraiment avancer très vite, de se plonger dans ses insécurités. En fait, moi j'ai une de mes mentors je lui parlais de ma jalousie, elle me disait mais en fait plonge dedans, regarde là ta jalousie, expérimente avec, etc., etc. N'aie pas peur, ne cherche pas à contrôler la jalousie en mettant des limites dans ta relation. Ça veut pas dire qu'il faut aller vers une relation ouverte pour autant, mais ça veut dire c'est ok d'être jaloux, beaucoup de gens le sont, il faut la regarder en face en fait, il faut plonger dedans, et si tu plonges dans la non-exclusivité, tu vas plonger dans tes insécurités, dans ta jalousie, dans ce genre de trucs-là, sans aucun doute. C'est souvent l'une des premières choses qui se passe et qui est très intéressant à avancer. J'ai beaucoup de respect, moi, pour les gens qui font ce chemin-là, qui font ce travail-là, que ce soit dans des relations exclusives ou non exclusives, peu importe, parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller dans la non-exclusivité pour le faire. Et quelque chose, moi, notamment, qui m'a fait beaucoup travailler là-dessus, c'est une petite expérience personnelle. Comme je t'en ai déjà parlé, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à faire des stages de tantra, et des fois, il peut y avoir on danse beaucoup, ça dépend un peu des tantras que tu fais, il y a différents courants, mais moi, ce que je fais, c'est un courant assez traditionnel, avec beaucoup de danse, avec beaucoup de mantras, etc., et d'autres choses, aussi autour de la sexualité sacrée, etc., le tantra, mais c'est pas le propos de cet exemple. C'était vraiment de me rendre compte à quel point je peux être jaloux de voir ma partenaire qui vient en stage avec moi, et de simplement de me rendre compte qu'elle danse, pas nécessairement qu'elle danse avec un autre homme, mais juste qu'un autre homme est intéressé par elle dans un moment de danse où c'est pas des danses, c'est des danses sur un mantra, c'est cool, c'est tout doux, on fait les algues et il se passe pas grand chose entre guillemets, c'est pas des danses chaudes, c'est pas du zouk, c'est pas des trucs comme ça, mais juste de voir
juste de regarder autour dans la salle et de voir des hommes qui dansent mieux que moi, des choses comme ça. Et en fait, tout ça, ça fait travailler les insécurités, de s'exposer. Et c'est ce que je disais par plonger dedans, en fait. C'est aller dans des endroits qui sont... J'avais fait aussi une cuddle party, je t'avais fait un article de blog là-dessus. C'est un concept qui vient des États-Unis où c'est des soirées câlins. Alors, c'est habillé, il n'y a rien de sexuel. Hein, c'est vraiment juste des câlins, les bras dans les bras... avec 10 inconnus, 20 inconnus. C'est un concept qui fait fureur aux États-Unis, ou avec une facilitatrice ou un facilitateur. C'est vraiment dans tout bien, tout honneur. Il n'y a vraiment rien de... C'est vraiment safe comme endroit. On sent vraiment en sécurité. C'est vraiment plein de bienveillance. Et voir aussi la jalousie, d'y aller avec ma partenaire de l'époque et de voir qu'elle faisait... Enfin, moi, je faisais un câlin avec quelqu'un, ou avec un groupe, et puis elle avec quelqu'un d'autre, et voir que c'était un homme qui était beau, etc. Et voir cette jalousie-là. Donc ça fait avancer, en fait, quand on a de la résilience, quand on a des ressources, et ces moments-là, ça nous permet de se rappeler pourquoi notre partenaire, elle est avec nous, de se rappeler pourquoi elle nous choisit, nous, et pas l'autre, etc., etc. Ça nous fait travailler et avancer. Donc je trouve ça fantastique. Et bien sûr, les relations ouvertes sont une autoroute vers ça, ou vers se faire mal. Hein. Encore une fois, ça peut être les deux. Il faut avoir les résiliences et une certaine maturité émotionnelle et intellectuelle pour pouvoir aller là où se faire accompagner, avoir du support, du coaching, de la thérapie, etc. Les troisième avantage que je vois, et ça vient aussi des gens avec qui j'ai discuté autour du polyamour, ce qui vraiment ils trouvaient vraiment intéressant, c'était une multiplication pour eux de l'amour donné et de l'amour reçu. Alors il y en a pour qui c'était important pour eux de donner de l'amour, ou donner du plaisir, donner dans la sexualité aussi, ou de recevoir. Peu importe ce qui est important pour toi, il y en a plus de gens qui donnent, d'autres qui reçoivent, les deux sont en général agréables, mais voilà, c'était donner l'amour, mais c'était aussi une sorte de variété, comme je disais, hein, peut-être avec une personne on a une connexion plus spirituelle, avec une personne on a une connexion plus sexuelle, avec une personne c'est plus de l'émotionnel, ou avec une personne c'est plus de l'intellectuel, ou un mix, ou deux ou trois, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne par dimension de la relation, mais voilà, d'avoir ce côté où on a cette opportunité-là, en fait, quand on a... Et ça, on peut le trouver, il n'y a pas besoin d'aller vers les relations ouvertes, hein. On peut le trouver avec les amis, on peut le trouver avec les hobbies, hein. On peut le trouver avec nos passions. Voilà, il y a plein de manières de satisfaire ces besoins-là, s'ils ne sont pas satisfaits dans notre relation, ou pas exactement comme on voudrait, et sans aller vers une relation ouverte. Mais c'est une dimension, c'est une opportunité importante des relations ouvertes. Et notamment, ce qui m'a marqué aussi, quand j'ai commencé à faire mes recherches autour du polyamour notamment, c'était cette importance, ces personnes qui ont toujours senti ce besoin, cette envie, ou qui sont tombés amoureux de plusieurs personnes à la fois, c'est aimer plusieurs personnes à la fois. Donc ça permet aussi ça, et c'est pour ça que c'est un multiplicateur d'amour et de recevoir. Et j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui sont assez libérés grâce à ces relations non exclusives, quand ils ont accepté qu'ils étaient des personnes qui aimaient plusieurs personnes à la fois, et que c'était tout à fait ok, que c'était pas mal, et qu'il n'y avait que la société qui jugeait ça, ou certaines personnes dans la société qui jugent ça, et qu'en soi, c'est pas une tare du tout. Donc on va passer au risque maintenant. Donc on a vu les opportunités ou les avantages, si tu arrives à les transformer, on va dire. Donc ouvrir, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc ouvrir la porte de la non-exclusivité, c'est parfois une solution qui peut paraître excitante. Mentalement, on est là, ouais, et puis il va se passer ci, puis elle ou lui, ce couple-là, machin, peu importe selon ce que t'es, ou même ça peut être aussi... Il y en a qui sont en couple de manière hétéro, qui vont dans la non-exclusivité gay, on va dire, lesbienne, etc. Donc peu importe ton envie, ton désir, des gens qui sont bi simplement. Mais ça va être un risque, parce que même si c'est séduisant, il y a beaucoup de travail à faire, tout ce qui est émotionnel et même psychique et mental, on va dire, hein, ta santé mentale, et ça peut aller vraiment taper des blessures profondes qui vont ressortir dans ces relations-là, et des fois ça va être difficile. Donc ça peut être assez brisant pour les couples. C'est un peu ce risque-là, c'est l'opportunité qui est de croissance, ou l'opportunité qui tourne mal et qui n'est pas convertie en avantage, tout simplement. Donc ça, je voulais être assez clair là-dessus. C'est pas juste des avantages ou des opportunités, c'est aussi des risques, et il faut en avoir conscience. Quelque chose que j'ai trouvé aussi beaucoup dans ces échanges avec ces personnes-là, dans le podcast d'Esther Perel, c'est des fois les couples ils vont vers la non-exclusivité en pensant ne plus être trompés, en se disant si on a le droit de coucher à droite à gauche, on peut pas être trompé. En fait, la tromperie, c'est pas vraiment le fait de coucher avec quelqu'un d'autre. Vraiment, ce qui se cache derrière, c'est le fait de casser une règle du couple.
Alors ne pas coucher avec quelqu'un d'autre, c'est une règle de société, c'est une règle non dite souvent, que moi je vous encourage à dire, je t'encourage à dire, si tu es dans un couple, c'est important de dire que si c'est ok pour toi ou pas, même si ça paraît évident pour toi que ça l'est, que c'est pas ok de le faire, si tu le dis pas, peut-être que pour l'autre c'est ok de le faire. Et coucher, c'est peut-être un peu loin, mais c'est peut-être embrasser, c'est peut-être flirter, c'est peut-être avoir un crush et commencer à communiquer avec ce crush, même si on n'en fait jamais rien, etc. C'est de définir les limites du couple, les règles du couple, ce que j'appelle les règles du couple. Et en fait, la tromperie, ça vient quand on casse une des règles du couple, dite ou non dite, inconsciente ou consciente. Et donc, il y a des couples où on est dans une relation ouverte, mais il y a quand même des règles, et du coup, on trompe quand même. Et ça fait très mal. Et encore une fois, dans ce podcast, il y avait un autre exemple que je trouve intéressant à te partager. C'était un couple non exclusif, mais pour des raisons, ils vivaient dans une ville où il y avait de la famille, où ils travaillaient, etc. Donc il n'y avait pas de non-exclusivité dans la ville où ils vivaient. Donc ça paraît d'être une règle qui est assez saine, on va dire assez classique, de ce que j'ai vu aussi. Des fois, c'est bon, voilà, on a le droit au coup d'un soir, mais pas trop près de la maison, quoi, pas trop près du foyer. Ça limite aussi des risques de relations parallèles, de s'accrocher. Eux, c'était pas du polyamour, c'était juste ils ont le droit de coucher à droite à gauche s'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit d'avoir une relation en parallèle. D'où le fait de ne pas être dans la même ville aussi, mais c'était aussi pour des raisons professionnelles et familiales. Et bien sûr, au bout d'un moment, ils ont fait ça pendant des années, ça marchait très bien, et là, il y a eu un crush dans la même ville. Bon, je ne sais plus si c'est une collègue de boulot, une amie, un truc comme ça, mais de mémoire, c'est l'homme qui a ce crush-là, et il finit par acter ce crush parce que il finit par coucher avec la personne, parce qu'au final, la limite entre coucher avec la nana de la ville d'à côté ou celle dans sa ville, elle n'est pas si grosse pour lui. Enfin, sur un coup de sang chaud, sur une envie, sur quelque chose qui... Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, pour eux, et c'est pour ça qu'ils étaient en thérapie, c'était aussi violent que coucher, que ta chérie qui te trompe ou ton chéri qui te trompe dans une relation exclusive, en fait, parce que ça a cassé une des règles du couple et ça a touché à la confiance du couple, tout simplement. Et quand on abîme la confiance du couple, qui est l'une des fondations des relations de couple, ça secoue vraiment la relation quand on l'abîme. Pas nécessairement qu'on la casse, mais qu'on l'abîme, ça fait trembler la maison. Et c'est un beau tremblement de terre pour le couple et c'est compliqué. Donc là aussi, il faut se rendre compte que c'est pas une solution magique, ça veut pas dire ne pas être trompé, ça dépend des règles de ton couple. Et moi, j'invite toujours à définir les règles du couple. J'ai des articles qui en parlent, des podcasts qui en parlent. C'était quasiment mes premiers articles sur le blog. C'est quelque chose qui est important et qu'il faut faire au fur et à mesure de la relation. Se dire, qu'est-ce qui est ok pour nous, qu'est-ce qui est pas ok pour nous, qu'est-ce qu'on s'autorise à vivre, qu'est-ce qu'on s'autorise pas à vivre, c'est important. Et enfin, le troisième risque, c'est d'imaginer que c'est mieux d'aller vers la non-exclusivité, qu'il y a un monde dans lequel, et moi je suis un peu tombé là-dedans au début, et des fois ça revient à me titiller, ce sentiment de c'est une évolution entre guillemets. Et je vais mettre des nuances, que j'ai pas mal cheminé là-dessus. Au début, quand j'ai écouté ces vidéos d'un couple américain que je trouve magnifique, quoi, vraiment la manière dans laquelle ils gèrent leur relation, leur polyamour non exclusif, ils se catégorisent un peu entre les deux, ils sont pas vraiment... Des fois, ils vivent avec une autre personne, des fois avec deux autres personnes, des fois, ils ont juste des partenaires sexuels, plus ou moins, etc. Ils sont un peu en tout ça, ils sont pas vraiment dans une case, quoi. Ils évoluent au fil des années. Et je me disais quelle maturité vis-à-vis de comment ils géraient. Ils font des vidéos où ils parlent vraiment de leurs problèmes face caméra, de leur angoisse, de leurs insécurités quand il se passe quelque chose, même s'ils le font depuis des années. Des fois, ton mec, t'as beau être dans une relation non exclusive ou ouverte depuis des années, ton mec il rencontre une nana qui te met vraiment en insécurité ou l'inverse. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué à gérer, même pour quelqu'un qui a l'habitude, entre guillemets. C'est jamais des choses qui se font toutes seules, quoi. Il y a toujours du travail à faire, il y a toujours des choses qui viennent piquer, titiller un peu. Et peut-être sûrement des exceptions, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont écouter ce podcast qui vont être là. Non, moi je suis complètement détaché de ça, ça me fait plus rien, mais bon, disons que c'est plus... c'est l'exception, pas la règle, quoi, ces gens-là. Et c'est super, d'ailleurs, bravo à toi si tu as réussi à faire ce travail-là. Mais voilà, c'est pas nécessairement voir la non-exclusivité comme la progression des relations de couple. C'est pas une échelle, il n'y a pas un mieux, un moins bien, un avant, un après. Ça dépend, il y a des couples pour oui c'est mieux, il y a des couples pour qui c'est moins bien, il y a des périodes de la vie où c'est mieux, il y a des périodes de la vie où c'est moins bien, ça dépend des couples, ça dépend des personnes, ça dépend de qui t'es, de ta partenaire, de votre relation. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de tendre vers la capacité de pouvoir faire ce choix. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont incapables de faire ce choix.
ils ont pas développé, on va dire, les bonnes... il y a trop de jalousie, il y a trop de contrôle, il y a trop d'appartenance, il y a trop de dépendance affective. S'ils rentreraient dans ces relations-là, ça leur fendrait le cœur et l'âme et ils n'y arriveraient pas. Et pas de jugement. Hein, c'est vraiment... c'est juste pour dire que mon idée ici, c'est de travailler vers soi pour se détacher. Enfin, moi, ça m'a toujours intéressé. Je sais pas pour toi, hein, c'est à toi de voir si ça te parle, mais moi, ça me parle beaucoup de me détacher de ma jalousie. Du plus que je peux. Petit à petit, enlever des couches de jalousie. J'ai jamais été quelqu'un de très jaloux. J'ai jamais été quelqu'un de trop jaloux. J'ai toujours eu un peu de jalousie. Et j'avais envie de ne pas amener la lourdeur de la jalousie dans ma relation le moins possible. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle sera jamais là. Ça veut dire que si elle est là, je sais la gérer. C'est-à-dire que si elle est là, je sais l'accueillir. Je sais faire en sorte que ça ne me mette pas en insécurité pendant des semaines et que je ne sois pas en train de demander du réconfort et demander que ma chérie, elle me montre ses textos, qu'elle me montre son téléphone et puis tu as parlé assis, puis tu fais ça avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin voilà, pas être dans du contrôle, dans de la paranoïa, vraiment être dans la légèreté et pas amener de la lourdeur, parce que je trouve que la jalousie, ça amène de la lourdeur dans la relation. Donc j'ai toujours voulu me détacher au mieux que je peux de cette jalousie et d'avancer sur ce chemin-là. Et donc ça... À un moment donné, je pense que quand on travaille, on va avoir cette capacité où on serait presque prêt. C'est comme pour les enfants, je crois qu'on ne peut jamais vraiment être prêt à vivre du non-exclusif complètement. Mais à un moment, ça devient un vrai choix. C'est-à-dire qu'on a l'ancrage, on a la résilience, on a les outils, on est assez bien, on a travaillé sur notre dépendance affective, on a réglé toutes ces blessures, toutes ces choses du passé pour pouvoir se dire, je fais le choix de rester dans l'exclusivité, où je peux aller dans la non-exclusivité, jouer avec cet univers-là, et je suis bien, ça va me secouer, ça va me... Voilà, c'est pas que ça va se passer comme crème et qu'il va rien se passer, hein, mais je suis vraiment dans une position de choix. Et je trouve que c'est intéressant de tendre vers ça, pas parce que ça impose à faire un nouveau choix, donc c'est pas une évolution dans ce sens-là, c'est pas la non-exclusivité, l'évolution de l'exclusivité, mais par contre, on peut aller vers une qualité de relation qui est plus saine, sans pour autant... je vais essayer de reformuler. Donc on peut aller dans une... Oui, on va travailler sa dépendance affective et toutes ces choses-là que je discutais tout à l'heure, sa jalousie, au point de pouvoir... On continue de choisir l'autre consciemment, mais on pourrait presque, si on voulait, aller vers la non-exclusivité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire ce choix. En fait, moi j'ai rencontré des gens qui ont atteint ce point-là, qui se sont dit, ok, c'est l'évolution, je vais aller vers la non-exclusivité. Ils se sont rendus compte que ça leur allait pas. Ils sont revenus en arrière. Et du coup, ils ont cette capacité à vivre deux relations à la fois, d'avoir une chérie, un chéri, des relations sexuelles, etc. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est un couple. Ils veulent un couple. Et si je reprends les 3 définitions du début, qui étaient libertinage, couple, polyamour, ils sont allés dans le polyamour, ils étaient dans le couple, ils ont atteint un niveau où ils peuvent vivre sainement, sereinement, autre chose. Mais c'est pas leur choix, en fait. Et donc, je pense que c'est important de tendre vers ça, d'avoir cette question de choix. Et après, le choix t'appartient, tu fais ce que tu veux, tout est ok, selon ton choix à toi. Mais vivre dans la dépendance affective, dans le contrôle, dans la jalousie, écoute, si c'est ce que tu as envie de vivre, libre à toi, mais moi, c'est pas mon inspiration, c'est pas ce que je partage ici, et ça veut pas dire qu'il y en a pas, et que c'est pas le bienvenu, faut accepter ce qui est là, et s'il y en a, c'est ok, et encore une fois, pas de jugement de d'où on en est, d'où j'en suis, d'où tu en es, mais aussi en même temps cette envie d'évoluer et cette envie d'avancer sur quelque chose. Donc voilà, on a fait le tour des 3 risques, on a fait le tour des 3 opportunités / avantages. À ce stade, je me demande un peu qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce qui te parle ? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, ce podcast, quand tu as vu le titre ? Est-ce que ça répond à tes interrogations ? Est-ce que tu as des retours à faire peut-être sur tes expériences personnelles, que tu sois resté dans l'exclusivité ou que tu sois allé explorer la non-exclusivité ? Est-ce que tu as le sentiment que le fait que je ne l'ai pas vécu, je suis complètement à côté de mes pompes et que voilà, et ce sera aussi le bienvenu aussi, hein, j'évite de parler de choses que je ne vis pas, mais c'est quand même un sujet qui m'a passionné pendant plusieurs périodes de ma vie, sur lequel je me suis amplement renseigné et j'ai rencontré des gens qui vivent ça, donc je me sens du moins avec une petite légitimité d'en discuter, de poser quelques pierres, encore une fois, sans prétendre être l'expert sur le sujet. Mais j'espère que ça aidera ceux qui n'ont pas fait de recherche, ceux qui n'ont pas été trop curieux encore, ceux qui n'ont pas vraiment osé regarder, soulever la pierre, de voir ce qu'il y a de l'autre côté, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Des fois j'y pense mais j'ose pas. Oui, si j'y pense, est-ce que ça veut dire que j'en ai envie ? Enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être là. J'espère que ça t'a fait du bien si t'en es là
et que tu vois un peu plus clair. C'était l'idée, je suis curieux aussi de savoir si ça t'a fait du bien, si ça t'a aidé à ce niveau-là. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui touche au polyamour ou qui touche à la non-exclusivité, il y a des belles communautés en ligne. J'ai beaucoup appris sur ces sites-là. Il y a polyamour.info, polyamour.info, qui a des tonnes d'informations sur le polyamour, les différentes manières de vivre le polyamour, etc. Moi, j'avais lu La Salope éthique aussi, j'ai oublié l'autrice. Qui j'avais trouvé intéressant, qui expliquait, voilà, c'est une nana, je sais plus trop son background, je vais dire des bêtises, donc je vais pas m'avancer, mais qui est une histoire très intéressante et qui parle de vivre des relations sexuelles ouvertes librement en tant que femme. Et ça fait longtemps qu'elle fait ça, ça fait 30 ou 40 ans, je crois qu'elle vit ça aux États-Unis, donc elle a fait un livre qui s'appelle La Salope éthique, qui est très intéressant pour les hommes aussi, parce qu'il y a plein de belles leçons pour nous. Et n'hésitez pas, si c'est des choses qui t'intéressent, en fait, n'hésite pas à aller sur un groupe Facebook de polyamoureux près de chez toi, de rencontres, explore quoi. Et si l'exclusivité t'intéresse, c'est plus le sujet que je traite d'une manière générale sur le blog, parce que c'est les relations que je vis. Donc si jamais il y avait un doute, c'est aussi pour ça que c'est principalement un blog qui traite de ça. Et je parle de ce que je connais, de ce que je vis, et en même temps, ça ne m'empêche pas d'inclure les gens au maximum et d'être curieux des alternatives qu'il y a, on va dire, au vivre en couple, en fait, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Écoute, si tu as un petit moment, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire ou une review, ils appellent ça en anglais, sur la plateforme de podcast que tu écoutes, ou à partager ce podcast avec des amis si tu penses que c'est utile pour eux. Ça m'aidera à faire propager mon message, à avoir plus de retours, plus d'interactions avec la communauté. Ça m'intéresse vraiment, créer un petit groupe de personnes qui aiment discuter du couple, qui sont curieuses, avec qui on a des échanges sur le groupe Facebook. Tu peux me rejoindre sur Graines de Cœur sur Facebook, tu peux me rejoindre dans les commentaires sur le blog, peu importe. Mais n'hésite pas, par email, n'hésite pas à me contacter, à engager, ça me fera plaisir d'interagir avec toi. Je propose des accompagnements aussi, donc ça c'est pour que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois en séparation, peu importe. Donc c'est une sorte de coaching, on va dire, mais pas vraiment. Cette idée, c'est de travailler ensemble sur une durée, sur du moyen long terme, et de se voir régulièrement, intervalles réguliers quand on a besoin, ou entre les deux, et d'avoir éventuellement des check-in pour voir un peu où t'en es, comment ça avance, et de mettre en place des choses dans ton couple qui vont faire que vous faites les choses différemment, que tu fais les choses différemment autour des 4 dimensions, l'émotionnel, le spirituel, le sexuel ou l'intellectuel. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter, tu vas sur graindecoeur.fr, il y a un petit onglet accompagnement que j'ai remis à jour il y a quelques semaines. Tu peux voir un peu comment me contacter, ce que je propose, si ça te parle, et si ça te parle, n'hésite pas à venir vers moi. Et enfin, avant de te laisser, je te rappelle que sur le site graindecoeur.fr, tu peux laisser ton prénom et ton meilleur email, comme ça je t'envoie un e-book gratuit, et en plus tu es ajouté à ma newsletter. Et l'e-book, il parle de 5 outils pour mieux communiquer. Donc c'est des outils relativement pratiques que tu peux mettre en place vite. Comme ça a un impact sur ta relation. C'est pour ça que je les ai choisis, c'est pour ça que je les ai mis dans l'e-book. C'est pas toujours des choses qui demandent des mois et des mois de thérapie pour en faire quelque chose. Alors bien sûr, c'est pas aussi profond que quelque chose qui prendrait plus de temps à mettre en place, par exemple, mais ça reste très utile, très pratique. Moi, ça a vraiment changé mes relations. C'est pour ça que j'ai partagé ces 5 outils-là. Je te remercie fortement pour ton écoute, pour ton temps, et je te dis à la semaine prochaine, peut-être pas mercredi, je suis en famille tout le week-end, après je pars en bivouac jusqu'à jeudi, donc je vais peut-être, je sais pas s'il y aura un article de la semaine, ça fait quelques semaines qu'il n'y en a pas, j'ai un peu moins de temps, il y aura peut-être un podcast en décalé, je vais faire de mon mieux pour pas rater la semaine, peut-être en décalé, je vais peut-être essayer de l'enregistrer avant de partir, mais ça s'annonce éventuellement compliqué. Je te dis soit la semaine prochaine, soit dans 10 jours, soit dans 15 jours, et merci, ciao.